C'est l'heure du club du mondial. Et il y a Xavier qui prend déjà des photos. Bonjour Xavier. Xavier Barret est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Elliot. Bonjour. Elliot, Samuel. Bon, vous allez bien, vous êtes en forme. Vous avez dormi du coup cette nuit. Vous n'avez pas regardé le match? Non, rien. Non, j'avoue, j'ai regardé le résumé ce matin. Ça se voit, vous n'avez pas de cerne. Bon, allez, nous reviendrons. Soyez les bienvenus en tous les cas. Nous reviendrons sur les deux matchs de la nuit. L'entrée en lice de deux pays hôtes, Elliot. Et oui, sur l'entrée en lice et les débuts réussis des États-Unis. Victoire éclatante de la Team USA. Le Canada, de son côté, a concédé le match nul. Le point sur les Bleus à 3 jours de France-Sénégal avec Kylian Mbappé au cœur de l'attention. Le capitaine des Bleus qui est critiqué depuis plusieurs semaines maintenant. Il a été défendu par plusieurs de ses coéquipiers hier. Et puis cette nuit, place au premier gros choc de cette Coupe du Monde. Brésil-Maroc, affiche qui fait saliver tous les amoureux de football. Les Lions de l'Atlas peuvent-ils faire tomber la Seleção? On en parlera dans cette émission. Non, il est un peu long ce générique. Hein. Grand plaisir. C'était donc l'entrée en lice du principal pays hôte cette nuit. Les États-Unis n'ont pas manqué leur début dans cette Coupe du Monde. Ah ouais, les États-Unis qui même ne pouvaient pas rêver mieux comme départ pour ce mondial. Victoire 4-1 la nuit dernière. C'était face au Paraguay. Ils ont parfaitement lancé leur match. Du côté de Los Angeles, ils ont fait le show. Dès la 7e minute, l'ouverture du score grâce à un but contre son camp des Paraguayens. Et puis ensuite, ils ont pu compter sur un joueur qu'on connaît bien en France, Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco, auteur d'un doublé. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Il y a une réduction du score paraguayenne ensuite en deuxième période avant un dernier but magnifique signé Giovanni Reina. Ça fait donc 4-1 pour les États-Unis, le match le plus prolifique en but depuis le début de cette compétition. Xavier, on ne s'attendait pas à une telle domination des États-Unis pour commencer ce mondial et lancer cette coupe. Oui, mais ils l'ont parfaitement lancé. En fait, c'est vrai que ces derniers temps, on savait qu'ils préparaient quelque chose, mais on avait des doutes, ne serait-ce que par la personnalité de l'entraîneur, Mauricio Pochettino, qui n'avait jamais été sélectionneur, entraîneur de Tottenham, bien sûr, du Paris Saint-Germain également, de Chelsea brièvement. Et donc, on se demandait un peu comment cette équipe allait se présenter. Et finalement, elle a parfaitement répondu aux attentes du public et des organisateurs, parce qu'une équipe haute, c'est important qu'elle rentre bien dans la compétition et qu'elle entraîne avec elle les supporters, le public américain qui en plus n'est pas forcément convaincu par le soccer. C'est un public à conquérir. Et là, avec ce 4-1 d'entrée devant un parterre de stars de cinéma hollywoodienne, etc., c'était vraiment le contexte idéal. Enfin, c'est une équipe paraguayenne qui s'est bien repris en deuxième période, mais qui avait trop de retard. Et ben d'ailleurs, cette ferveur autour de cette équipe américaine qui prend petit à petit, tout doucement, eh bien, notre correspondant à Los Angeles, Wassim Cornet, est revenu sur ce parterre de stars qui était présente au match. Il a assisté, Wassim Cornet, à cette rencontre. C'est vrai que l'ambiance dans la ville était tout autre, assez silencieuse. Je peux imaginer certains habitants de Los Angeles ou certains Américains qui sont toujours pas au courant que cette Coupe du Monde a lieu. Ils verront certainement les titres lors des éditions du matin en se réveillant samedi. Mais l'ambiance était tout autre au sein de ce stade, même avant, à quelques heures du coup d'envoi. Et puis on a pu voir aussi dans cette ville des célébrités, beaucoup de célébrités être présentes. Ici, on a vu Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Hilary Duff, le streamer iShow Speed qui ont été copieusement applaudis lorsqu'ils ont été diffusés sur les écrans. Donc vraiment une ambiance très très positive et cela va probablement continuer avec cette victoire 4-1. Donc les Américains gardent un très très bon souvenir de leur Coupe du Monde 2014 lorsqu'ils avaient échoué de peu face à la Belgique en 8e de finale. Les Américains qui ne faisaient pas forcément attention à cette Coupe du Monde vont certainement être un peu plus au courant après cette grande victoire de ce soir. Ça y est, on peut espérer que la ferveur prenne de l'ampleur aux États-Unis. Je rappelle, les États-Unis, c'est le principal pays hôte de cette Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette Coupe du Monde, elle a été attribuée en 2010. La FIFA voulait la donner aux États-Unis. Finalement, il y a eu des petits arrangements, pas forcément d'ailleurs très honnêtes, qui l'ont attribué à la Russie en 2018, au Qatar en 2022, et donc ce n'est qu'en 2026 que la Coupe du Monde est revenue sur le continent nord-américain, États-Unis plus Mexique et Canada, parce qu'il y a un marché considérable à conquérir pour la FIFA, c'est le marché américain, 300 millions d'habitants,
probablement le marché le plus important, le plus riche de la planète. Et donc, il faut séduire ces supporters américains, enfin, ce public américain. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous ces matchs sont emballés par des feux d'artifice, des présentations plus spectaculaires les unes que les autres. Et la venue, le correspondant de France 24 l'évoquait, au stade des stars hollywoodiennes, c'est très important aussi pour conquérir ce public américain. Les publicitaires ont dû être ravis, effectivement, de la performance hier. Ils ont hâte de voir le prochain match. Un match qui s'est déroulé, on l'a annoncé déjà hier, sans la présence de Donald Trump. Le président américain qui n'a donc pas assisté au match d'ouverture sur le sol américain, sur le sol des États-Unis, alors que c'est habituellement la tradition que le chef de l'État du pays hôte soit présent. Mais il a tout de même adressé un message à l'équipe. C'était juste avant le début de cette rencontre, notamment auprès du sélectionneur Mauricio Pochettino. Écoutez. Bonjour coach. Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous? Je voulais juste te dire que tu étais un homme et un entraîneur fantastiques. Je connais ton parcours et tes succès, et je sais à quel point les joueurs sont formidables. Je pense que vous avez toutes vos chances de remporter le titre. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, il met quand même la pression. Il espère que les États-Unis remportent cette Coupe du Monde. Ça s'annonce quand même compliqué, évidemment. Il n'aime pas perdre, Donald Trump, on le sait. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu assister au match. Ça nous mène vers notre rubrique. Fallait-il pas avec cette nouvelle règle d'arbitrage? Oui, une nouvelle règle d'arbitrage. Il y en a de nombreuses, des nouveautés durant cette Coupe du Monde. Et c'est l'utilisation de l'arbitrage vidéo du VAR qui a été étendu désormais pour ce mondial 2026. Il peut être utilisé s'il y a une erreur sur la personne qui a commis une faute. Et durant ce match, l'arbitre il a d'abord attribué un carton jaune à un joueur américain pour une faute. Il y a eu coup franc, le jeu s'est prolongé. Et puis, une petite minute plus tard, grosse confusion. L'arbitre qui a décidé de revenir sur sa décision, d'attribuer finalement un carton jaune au joueur paraguayen parce qu'il avait simulé. Donc, un peu de confusion en fait sur l'utilisation de cette VAR. Comment vous avez perçu cette nouveauté? Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les injustices dans le football, c'est ce qui est pire et c'est ce que la FIFA veut corriger. Alors, il y a une règle aussi qui est on prend le temps qu'il faut pour analyser les images. Là, visiblement, il y a eu un petit bug dans la communication entre l'arbitre néerlandais, Danny McKelly, et l'assistant vidéo qui était un Espagnol, pourtant assez réputé. Donc, il a fait tirer le coup franc alors qu'il y avait a priori ce doute. En tout cas, l'assistance vidéo aurait dû être plus rapide dans son analyse des images. Après, le résultat de cette intervention, il est logique. C'est qu'il a raison. C'est qu'il a raison. Miguel Almiron, le petit attaquant paraguayen, qui est un joueur bourré de talent, qui a joué à Newcastle, et il fait une simulation. Et là, on retrouve dans les commentaires d'après-match et d'après-décision, surtout l'opposition entre les latins et les anglo-saxons. Pour les anglo-saxons, c'est une bonne décision dans la presse anglaise, dans la presse américaine. Pour les latins, ça prête plus à discussion parce qu'on a l'habitude de jouer un peu avec la limite des règles. Donc, je pense qu'on va vers une Coupe du Monde où on va chasser au maximum tout ce qui parasite le jeu. Voilà, il va falloir s'y habituer durant les prochains jours, les prochaines semaines, évidemment, à cette nouvelle règle. Parlons de l'autre pays hôte qui est entré aussi dans la compétition, le Canada. Là, ça a été plus laborieux, plus compliqué. Ouais, c'est le seul des 3 pays hôtes, finalement, qui ne s'est pas imposé pour son entrée en lice. Les Canadiens qui ont concédé le match nul durant la soirée hier face à la Bosnie, 1-1. L'ouverture du score de Jovo Lokic dès la 21e minute de jeu. Et puis l'égalisation, c'était à peu près 10 minutes du terme, un peu plus, pour les Canadiens, donc, qui ont plutôt dominé cette rencontre. C'est vrai, match nul finalement assez logique tout de même pour les Canadiens. Ils auraient même mérité de l'emporter tant ils ont dominé. À la mi-temps, ils menaient 10 corners à 1. Mais sur le seul corner des Bosniens, c'est là que les Bosniens ont marqué. Les Bosniens qui avaient 3 joueurs à plus d'1m90, ce qui n'était pas le cas des Canadiens. Et ils ont su parfaitement exploiter cette supériorité aérienne. Ce match que j'ai commenté d'ailleurs pour les voisins des RFI. Donc c'était un match où il y a eu beaucoup de tension parce que les Canadiens voulaient vraiment pas perdre. Et en 2 participations en Coupe du Monde, 6 matchs, ils n'avaient jamais gagné, ils avaient toujours perdu. C'est le premier point pris par le Canada dans une Coupe du Monde. Et donc c'était important pour eux, là aussi, pour conquérir ce public canadien qui est pas forcément très convaincu par le soccer, eh bien, de ne pas perdre. Et ils ont réussi à arracher cette égalisation par Chai Larin, qui était d'habitude titulaire, là, qui était remplaçant, mais qui est rentré au bon moment, puisqu'il a permis aux Canadiens de prendre un point. Trop de déchets tout de même dans cette équipe canadienne durant cette rencontre, pour espérer quand même aller un peu plus loin. En fait, le souci de la sélection canadienne, son entraîneur Jesse March et son adjoint français Pierre Barieux, c'est les blessés.
Ils ont énormément de blessés. Il leur manque la défense, par exemple, sur les 4 titulaires habituels, il leur en manquait 2, dont Alphonso Davies qui joue au Bayern de Munich. Donc c'est quand même un handicap quand vous vous présentez avec une équipe amoindrie parce que le réservoir de joueurs de niveau international au Canada est pas extraordinaire. Donc c'est un bon début parce que sur ce qu'ils ont montré et le résultat qu'ils ont finalement obtenu, c'est positif, c'est bien pour la suite de la compétition aussi. Alors, comment se portent les Bleus? Bientôt le match, enfin, ce sera mardi, il faut être patient, c'est l'instant bleu. Il fait chaud, Boston, c'est difficile pour les entraînements. Oui, les joueurs français qui petit à petit s'acclimatent évidemment face aux fortes chaleurs. On le rappelle, France-Sénégal, ce sera à 15h heure locale. Ce ne sera pas Boston, ce sera à New York. Mais il va donc faire très chaud du côté de New York pour cette rencontre. Il faut habituer les organismes. Il y a le décalage horaire en plus. Entraînement en public hier. Pour l'instant, c'est le seul prévu avec du public. 400 personnes qui sont venues voir Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Il manquait quand même 3 joueurs à l'appel durant cet entraînement. 3 titulaires surtout. Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez et William Saliba. Le staff qui se montre pour l'instant rassurant. Mais on le sait, William Saliba, il souffre du dos. Il a déjà été ménagé durant l'entraînement de la veille. Et on peut quand même se poser des questions sur la présence du défenseur d'Arsenal mardi sur le terrain pour l'instant. Oui, alors c'est sûr que c'est ennuyeux parce que c'est le pilier de cette défense. Il a fait une énorme saison avec Arsenal, donc on peut comprendre qu'il ait quelques soucis en cette fin de saison. L'équipe de France a des solutions alternatives. Il y a bien sûr Konaté, mais qui n'a pas fait une saison exceptionnelle avec Liverpool. Et puis maintenant, il y a Maxence Lacroix qui, lui, a fait une très belle saison avec Crystal Palace, le club anglais, qui peuvent le suppléer. Ils sont un peu en dessous dans la hiérarchie, mais bon, ils sont des joueurs de très haut niveau aussi. Donc il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter dans l'immédiat. Il faudra voir à l'usage si Saliba peut revenir parce que, a priori, c'est le titulaire du poste. On voulait vous montrer aussi ces images autour des Bleus qui ont tourné quelques clips pour la FIFA. Lorsqu'ils marqueront des buts, les joueurs, s'ils marquent des buts, évidemment, ils doivent tourner quelques clips, des images de joie, censées être de joie. Vous allez voir, certains jouent le jeu. Et un certain Michael Olise est fidèle à lui-même, vous allez voir. Dormi? Tu peux pas sourire? Il sourit. Voilà, Michael Olise, lui, son flegme habituel. Peu de sourire et sobriété. Il adore en jouer. Ouais, Il parle très peu, effectivement, mais on préfère aussi quand il s'exprime sur le terrain parce qu'il a tellement de talent. Il a encore marqué 3 buts lors du dernier match amical des Bleus. C'est un joueur assez exceptionnel. Ah ouais, s'il compte, c'est de poser des actes, pas de parler. Il faut qu'on en parle, nous, en revanche. On va parler de Kylian Mbappé. Il y a des critiques concernant le capitaine. Ah ouais, la saison, on le sait, elle a été compliquée pour Kylian Mbappé. Aucun titre du côté du Real Madrid cette saison. Et puis en bleu, pour l'heure, son positionnement est parfois remise en question. Il a un peu déçu lors des matchs de préparation. La pression, elle est totale sur ses épaules. Et il y a plusieurs joueurs qui sont venus un peu à sa rescousse, qui ont défendu leur capitaine, notamment le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Vous allez voir qu'il s'est exprimé dans les colonnes de Marca, le quotidien espagnol. Ils ont été très injustes envers lui. Ils exagèrent un peu dans leurs critiques. Envers Kylian, c'est un joueur incroyable, une personne formidable en dehors des terrains. Parfois, ils vont trop loin dans leurs critiques simplement parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas être aussi dur avec lui. Voilà pour la déclaration d'Ousmane Dembélé. Il y a eu aussi Lucas Hernandez qui était en conférence de presse et qui est monté au créneau pour défendre son capitaine. Écoutez. C'est vrai que quand tu es Kylian Mbappé, ton focus, tout le monde te regarde beaucoup plus avec la loupe, on va dire. Tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors du terrain. C'est vrai que c'est jamais facile d'être Kylian Mbappé. Mais pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je sais que là, il est à 100% motivé pour commencer cette Coupe du Monde. J'étais pas là pendant la préparation, mais ils m'ont dit qu'il s'est très bien préparé. Et même là, aux entraînements, on le voit qu'il est très motivé. Il a envie de commencer cette compétition. Et tous les critiques qu'il a pu avoir pendant toute cette saison, je pense qu'il va bien les taire.
on est un peu trop dur, trop sévère avec Kylian Mbappé alors que le mondial il a même pas commencé encore? Mais on se pose des questions qui sont légitimes en fait. Quand on a vu le dernier match de préparation, encore une fois, on voit que les joueurs du Paris Saint-Germain, il y avait Doué, Ousmane Dembélé, ils jouent, ils combinent très bien ensemble. Barcola qui est rentré ensuite, ils combinent très bien ensemble. Et en fait, Mbappé parfois il est un peu décalé par rapport à eux. Donc dans l'animation offensive, on se dit bon, où est sa place? Et effectivement, certaines personnes disent avec le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé avant-centre, pourquoi pas mettre Ousmane Dembélé avant-centre et puis Mbappé, on verra s'il a encore sa place. Alors c'est ce qu'il faut faire? Moi je pense qu'il faut commencer avec Mbappé, bien sûr, ça il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est le capitaine. La première image de l'équipe de France et la popularité, sa popularité aux États-Unis fait que il faut commencer avec lui. Après on verra à l'usage. Est-ce que la France peut être meilleure sans lui? J'en suis pas convaincu pour le moment. Non, mais de le changer de poste par exemple et qu'il soit plus à la pointe de l'attaque comme certains commencent à le réclamer. Le gros souci en fait avec Kylian Mbappé, c'est pas nouveau, c'est qu'il défend pas beaucoup. Oui. Donc, comme il défend pas beaucoup, et on l'a vu encore cette saison au Real Madrid où c'était criant, on l'avait vu au Paris Saint-Germain avant, vous pouvez plus jouer aujourd'hui dans une équipe où sur 11 joueurs, vous en avez 2 ou 3 qui défendent pas. Quand il y en a un qui défend pas, c'est déjà un problème. Or, s'il y en a 2 ou 3 qui défendent pas, donc il faut qu'il entraîne l'équipe et qu'il fasse au moins quelques efforts pour donner l'impression qu'il défend. Et c'est un peu ce qui lui a été reproché sur le terrain. On a vu la discussion avec Ousmane Dembélé lors du dernier match préparatoire. Donc, il va falloir qu'il reste un capitaine modèle pour ses coéquipiers. Après, on sait qu'il y a des bonnes relations entre eux. Ousmane Dembélé et lui sont copains. Donc, il faut souhaiter que ces petites mises au point se fassent tranquillement entre eux sous la coupe de Didier Deschamps. Avant de passer au programme de Marc-Xavier Limache qui fait réagir sur les réseaux sociaux, il s'agit de 2 supporters qui ont un travail très particulier. Un dream job pour beaucoup, le travail, boulot de rêve. Oui, ils ont été embauchés par la chaîne Fox One aux États-Unis qui diffuse les rencontres. Leur mission, c'est tout simplement de se retrouver sur Times Square à New York et de regarder l'ensemble des matchs, les 104 matchs de la compétition. Ils vont être payés pour ça. Ils sont deux Américains, $50,000 chacun, à regarder pendant 5 semaines tous les matchs et à faire du contenu sur les réseaux sociaux, évidemment, auprès des supporters. Plein de contenu. Voilà, ils sont installés ici sur leur canapé et ils vont donc toucher $50,000, le boulot rêvé pour eux. Beaucoup de supporters tout de même. Peut-être vous aussi, là, d'après ce que je le sens dans le ton. Un petit mot de l'équipe d'Angleterre qui connaît des déboires au début de ce mondial. Ouais, les Three Lions qui n'ont pas encore joué sur le terrain, mais qui ont connu une mésaventure. Ils ont été cambriolés, tout simplement, sur le chemin de leur camp de base. Ils ont perdu de nombreux crampons, de matériel d'entraînement et même de nombreux ballons. C'est assez compliqué pour s'entraîner. Donc, ils sont à 4 jours de leur premier match face à la Croatie. Il va falloir trouver une solution, évidemment, pour faire face à ce cambriolage subi par l'équipe d'Angleterre. Allez, parlons des matchs du jour. 4 matchs aujourd'hui. Ouais, ça s'accélère avec ces 4 matchs, et notamment, tout d'abord, ça sera 21h, heure de Paris. Qatar-Suisse pour ouvrir le bal avant l'immense choc dont on va parler. Brésil-Maroc, il y aura dans la nuit Haïti-Écosse, l'entrée en lice d'Haïti dans cette compétition, et Australie-Turquie au petit matin ici à Paris. Brésil-Maroc. Ce sera donc le premier gros choc de cette Coupe du Monde. La Seleção, quintuples championne du monde, face, ce qui est pour l'heure, toujours les champions d'Afrique sur tapis vert. On le rappelle, on connaît toute cette situation pour le Maroc. On peut dire demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ça évite de s'embarquer sur le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'affiche de ce premier tour, avec bien sûr France-Sénégal et puis Croatie-Angleterre. On peut peut-être ajouter aussi Algérie-Argentine. Mais clairement, ce Brésil-Maroc, c'est un match que tout le monde attend. Les 2 formations se sont rencontrées en amical. Le Maroc a d'ailleurs battu le Brésil. Alors, c'était pas un Brésil au complet, mais c'était quand même un résultat très important pour la sélection marocaine. L'équipe du Maroc, elle a changé de sélectionneur récemment, juste après la Coupe d'Afrique des Nations, en fait. C'est Mohamed Ouabi qui a pris la suite de Walid Regragui. Il y a seulement 3 mois, un peu plus de 3 mois. Donc, et la sélection a quand même été un petit peu chamboulée par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, parce que sur les 26 joueurs, il n'y en a que 15 qui étaient en finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, les automatismes, peut-être, ça va être compliqué Oui, ils ont travaillé au mois de mars lors des matchs amicaux, puis lors du stage d'avant-saison. C'est une formation qui a
beaucoup de qualité, mais ils ont été confrontés aussi à des forfaits de dernière minute, puisqu'il y a 2 joueurs qui ont déclaré forfait là, dans les dernières heures, juste avant la limite, à savoir Naïef Aguerd, le défenseur central qui joue à l'OM, et puis Abdé Ezalzouli, l'attaquant du Betis de Séville. Donc c'est 2 forfaits importants, parce que c'est des joueurs qui sont normalement titulaires dans cette sélection. Donc ce Maroc est un petit peu ébranlé par les événements avant de retrouver le Brésil, mais le Brésil, lui, ne présente pas toutes les garanties de succès, puisque c'est une équipe qui est en reconstruction aussi. On rappelle le Brésil qui va jouer sans Neymar. Pour l'instant, il est forfait pour le début de la compétition. Neymar. Ça fait 2 ans qu'il joue plus. Ça fait 2 ans que le Brésil joue sans Neymar. Le Brésil avec à sa tête désormais Carlo Ancelotti. C'est le premier gros test là pour le sélectionneur brésilien. Oui, parce que jusqu'à présent, il a disputé surtout des matchs amicaux. Ouais. La qualification, elle était presque acquise, même si elle a été plus laborieuse qu'on pouvait le penser. Mais cette équipe brésilienne, elle reste quand même sur une Copa América qui a été une cinglante contre-performance, puisque la dernière Copa América, ils ont été éliminés dès les quarts de finale. Donc c'était quelque chose. Alors qu'il y avait Vinicius, qu'il y avait pratiquement il n'y avait pas Neymar, mais il y avait pratiquement tous les titulaires habituels. Donc c'est une formation qui est en pleine reconstruction et Ancelotti risque de manquer un peu de temps, mais son contrat a été prolongé jusqu'en 2030. Rendez-vous minuit, heure de Paris, pour cet immense choc. Ouais, j'espère que je dormirai cette nuit. L'année dernière était difficile. On va terminer avec une petite séquence vintage autour de la Coupe du Monde. Ah oui, l'équipe des réseaux sociaux de France 24 est allée à la rencontre des journalistes, la rédaction, pour leur demander tout simplement leurs meilleurs souvenirs de la Coupe du Monde. Regardez ce sujet, il est signé Valentin Cacheux et Taïd Sparenté. C'était l'apothéose. L'euphorie dans les rues de Paris. C'était juste la fête. Moment incroyable. C'était le 15 juillet 2018 pour la finale entre la France et la Croatie. J'étais au festival du journalisme de Couture-sur-Garonne. Le village avait installé un écran géant sur la place principale. Et là, il y a eu un orage terrible, coupure d'électricité. Donc on n'avait plus du tout d'écran. On s'est mis à errer dans la ville. Puis à un moment, on a aperçu une dame qui était toute seule dans son salon, devant sa télé. On a frappé à son carreau. Et gentiment, elle nous a invités à venir dans son salon, sur son canapé, alors qu'on était tout mouillés. La finale de 2006, c'est pour moi le souvenir le plus marquant, qui a provoqué le plus d'émotions. C'est pas des souvenirs qui sont particulièrement heureux. Ça devait être la fin de carrière et la finale en apothéose pour Zidane. Ça s'est absolument pas passé comme prévu. Pas ça, Zinedine. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je suis brésilienne, mais il faut que je dise 98 quand même. C'est la première Coupe du Monde que je me rappelle avoir regardée avec ma famille, mes amis. Et c'était juste la fête. On avait l'espoir qu'on allait gagner notre 5e étoile. Il y avait des figurines que Coca vendait qui étaient un phénomène national. Et aussi des phrases iconiques des présentateurs de télé. C'était vraiment très beau jusqu'à la fin. En 1998, j'étais lycéen à Paris et on allait place de l'Hôtel de Ville où il y avait un écran géant avec les copains pour regarder les matchs et aussi pour jouer au foot contre des supporters du monde entier. Puis il y a cette finale, Zidane qui marque, la France qui s'impose, l'euphorie dans les rues de Paris. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et un dernier souvenir, c'est ça. Maillot de Dunga, le capitaine du Brésil de l'époque. C'est quelqu'un qui travaillait pour la délégation du Brésil qui me l'avait offert et je l'ai encore. La finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine, j'étais envoyé spécial pour France 24, mais je n'avais pas de ticket. Heureusement, avec quelques collègues, on a réussi à s'infiltrer en douce à l'intérieur des tribunes et on s'est retrouvé en plein milieu des supporters argentins. On a vécu un moment incroyable puisqu'il y avait des grands-pères, des grands-mères qui étaient en larmes, qui ont vu Lionel Messi soulever le trophée. C'était malgré tout un événement très puissant. 1994, je couvre le tournoi pour Radio France Internationale. Les Bulgares, ils se retrouvent en quart de finale contre les champions en titre, les Allemands. Dans la zone mixte, quand on interviewe les joueurs, le gardien nous explique que, voilà, comme ils pensaient pas être là, ils avaient bu des bières au bord de la piscine plutôt que de s'entraîner. Voilà la clé du succès. La Coupe du Monde 98, c'était surtout l'occasion de faire la fête avec les amis. On faisait tous les matchs sur le cours Saleya à Nice le soir de la finale, c'était l'apothéose. Et il y a un gars qui avait sorti le drapeau algérien et qui criait Zizou, Zizou. Et donc on est allé célébrer avec lui. Il nous a regardé, il nous a dit maintenant vous les aimez, hein, les Algériens. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir que ça l'avait rendu fier de ses origines, cet immense parcours de cet immense athlète qu'est Zinedine Zidane. Et vous, Xavier ? 98 J'étais aussi. au Stade de France pour la finale 98 en tant que journaliste de France Football, donc je pense que ça restera l'événement vécu le plus fort de l'histoire de la Coupe du Monde pour moi. Bon, impossible de suivre ce mondial sans penser à notre confrère Christophe Glaise. On voulait évidemment parler de lui avant de nous quitter. Journaliste sportif, vous le savez, arrêté en Algérie il y a plus de 2 ans, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il effectuait un reportage. Son seul espoir de libération repose à présent sur une grâce présidentielle. Je rappelle d'ailleurs ce geste symbolique qu'a eu la FIFA il y a quelques jours de lui délivrer une accréditation officielle. On espère le retrouver
dans son élément, très rapidement. On espère pour lui, Christophe Glaise. Merci à vous en tous les cas, Merci, Xavier, merci. Elliot, merci beaucoup. C'était le Club du Mondial.